sur l'autorité parentale et le droit des tiers, quelle que soit la composition de la famille. Si nous avions adopté ce texte aujourd'hui, nous aurions apporté beaucoup d'avancées dans la vie quotidienne des Français. Donc c'est bien de se remettre en cause, mais c'est bien aussi qu'à un moment, on arrête d'être frileux et qu'on tranche. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je crois que c'est très clair. Je me tourne maintenant vers Franck Riester. Franck, vous avez toujours été constant, toujours défendu vos convictions profondes, et je crois qu'on peut être fier dans notre famille politique d'avoir la richesse de points de vue différents et de la respecter. Vous êtes en faveur du projet de loi pour le mariage homosexuel et pour l'adoption. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et j'ajoute juste une question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous répondez à ceux qui disent que naturellement viendront après les questions de la PMA et de la GPA, gestation pour autrui? Merci beaucoup. Merci. Je remercie Jean-François Copé et l'équipe de l'UMP d'organiser ce débat. Nous sommes une grande famille politique, le rassemblement de la droite et du centre. Et c'est bien qu'au sein de notre famille, Jean-François, les différentes sensibilités puissent s'exprimer et débattre comme nous le faisons aujourd'hui. Je me réjouis aussi qu'un certain nombre de mes collègues, la plupart de mes collègues, à travers de ce que viennent de dire Enadine et Daniel, aient bien pris en compte le fait qu'il y avait aujourd'hui des difficultés pour les familles homoparentales qui n'ont pas les mêmes droits et les mêmes protections que les autres. De prendre aussi en compte le fait qu'il y avait des différences d'égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Je pense que c'est bien que notre famille politique évolue, que mes collègues évoluent dans ce sens-là. D'ailleurs, ces collègues qui, il y a quelques années, se sont opposés d'une façon très ferme au Pacs et qui aujourd'hui disent que c'est finalement une bonne réforme et qu'il faut même la faire évoluer. Je regrette, un peu comme Nadine, que les mêmes qui aujourd'hui veulent l'alliance civile, je ne parle pas de toi Daniel, tu n'étais pas élu à l'époque du Pacs, mais les mêmes qui veulent aujourd'hui l'alliance civile et qui veulent des avancées en matière de statut du beau-parent étaient ceux qui ont été très clairs vis-à-vis du gouvernement, très clairs vis-à-vis de Nicolas Sarkozy sur son projet d'union civile et sur son projet de loi concernant les statuts du beau-parent. Donc c'est bien, ça évolue. Maintenant, nous, en tant que parlementaires, nous devons nous prononcer en fonction d'un texte qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale. Et ce texte, moi, je le soutiens. Je le soutiens pour plusieurs raisons. Je le soutiens d'abord parce que c'est une question d'égalité entre les citoyens. Donner les mêmes droits aux couples de même sexe qu'aux couples de sexes différents, ça me paraît aller complètement dans le sens de la valeur cardinale de notre République qui est l'égalité. Deuxièmement, c'est la reconnaissance sociale de l'amour homosexuel. Il n'y a pas de raison que l'on ne donne pas la possibilité, à partir du moment où on estime que l'amour homosexuel est égal, vaut l'amour hétérosexuel, de ne pas donner la possibilité aux couples homosexuels d'avoir une reconnaissance sociale de leur amour à travers un contrat signé en mairie. Surtout que ce sont des droits nouveaux, comme les a rappelés d'ailleurs Nadine, aux uns sans en enlever aucun aux autres. Ça ne change rien à l'institution du mariage pour les hétérosexuels. Rien n'est enlevé en termes de droits et rien n'est enlevé en termes de conception même du mariage. Ceux qui sont attachés au mariage... Attendez, laissez-moi finir. Ceux qui sont attachés au mariage comme l'institution qui est uniquement vouée à la procréation pourront continuer à se marier dans cet état d'esprit-là, dans leurs convictions propres. Ça ne leur enlèvera rien du tout. Même si, objectivement, le mariage a évolué. Il y a un enfant sur deux qui naît hors mariage, et il y a quand même un certain nombre de personnes qui se marient sans vouloir ou pouvoir avoir des enfants. D'ailleurs, si on pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde, si le mariage c'est uniquement la procréation, il faudrait interdire le mariage à celles et ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou par exemple à des femmes qui n'ont plus l'âge d'avoir des enfants. Et puis, le deuxième point, c'est concernant la filiation. Parce que moi, je suis totalement d'accord avec mes collègues qui disent oui, mais le mariage, c'est pas simplement l'union de deux hommes ou de deux femmes, l'union d'un homme et d'une femme, c'est aussi la filiation. Et c'est là que ça pose problème. Et ben moi, je dis que ça pose pas de problème. C'est mon avis. D'abord parce que ça va permettre de régler un certain nombre de situations de fait qui existent dans notre pays. On n'est peut-être pas d'accord dans l'absolu avec ce type de famille, mais il y a un grand nombre aujourd'hui dans notre pays de familles homoparentales avec des dizaines de milliers d'enfants qui grandissent dans ces familles homoparentales. Notre responsabilité en tant que législateur, c'est de faire en sorte que ces enfants qui grandissent dans les familles homoparentales aient les mêmes droits que les autres, les mêmes protections que les autres. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette loi va permettre en grande partie de mieux protéger ces enfants qui, encore une fois, n'ont pas les mêmes droits que les autres. Alors certains disent, oui, mais ça va déstructurer la société, ça va déstructurer la famille. Quand on regarde ce qui s'est passé dans un grand nombre de pays occidentaux, ou en tout cas un grand nombre de pays dont on partage les valeurs de liberté, de démocratie et d'égalité,
qui ont déjà voté des législations similaires. Il n'y a pas eu de déstructuration de la société, il n'y a pas eu de déstructuration de la famille, au contraire. Quand on sait que le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Argentine, le Canada, un grand nombre d'États américains, demain l'Angleterre, ont voté des législations similaires et n'ont pas eu de déstructuration ni de la société ni de la famille. Alors je voudrais terminer en vous disant que concernant ce qu'a dit tout à l'heure Jean-François en introduction, je le partage entièrement. Nous avons besoin d'une république fraternelle. Nous avons besoin d'une république courageuse. Une république fraternelle qui met en avant l'estime de l'autre. Cette loi, au-delà de l'adoption, au-delà du mariage, enverra un signe très fort à nos compatriotes que tous les enfants de la République, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, ont la même estime de la part de la République. Et d'autre part, une République courageuse, c'est pas évident forcément de dire les choses qui fâchent. C'est vrai que c'est pas évident de se faire à l'idée de 2 hommes ou de 2 femmes qui se marient en mairie. C'est vrai que c'est pas évident de se faire à l'idée qu'il puisse y avoir 2 hommes ou 2 femmes qui éduquent, qui élèvent des enfants. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et cette réalité-là, moi je pense vraiment que ce texte permet de lui donner des sécurités, des mêmes droits. Ça va complètement dans le sens de nos valeurs cardinales de la République, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je rajouterais, parce que ça va peut-être fâcher, mais j'en suis vraiment personnellement convaincu, à partir du moment où on est attaché aux valeurs familiales, et à droite, nous sommes attachés aux valeurs familiales, je suis attaché aux valeurs familiales, nous devrions nous réjouir qu'un grand nombre de personnes, que davantage de personnes revendiquent ces valeurs familiales à travers l'institution du mariage, que davantage de personnes veulent se marier. C'est pas moins de familles, c'est plus de familles. Et c'est d'ailleurs toutes les raisons qui conduisent aujourd'hui la droite anglaise, mes chers amis, la droite anglaise, avec David Cameron, à proposer un texte similaire à celui qui nous est proposé par le gouvernement, qui, encore une fois, va vraiment dans le sens de nos valeurs et familiales et républicaines. Merci. Alors, je vais passer la parole à Sylviane Hagenauer-Plantelin. Madame, vous êtes notaire et vous êtes spécialiste du droit de la famille. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences pour vous de ce texte, des conséquences concrètes? Je vous laisse le micro, mais je vous laisse... Voilà. 5 minutes. On va essayer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis ravie de l'organisation de ce colloque et d'avoir eu la bonne idée d'inviter un notaire, parce qu'il est vrai qu'au sein de nos études, nous avons quotidiennement, puisque plus de 20 millions de personnes passent dans les études de notaire chaque année, quotidiennement, la photographie de la société aujourd'hui, de la famille aujourd'hui, et elle est multiple. Donc, nous avons à appliquer la loi, nous sommes officiers publics, donc je ne vais pas donner ici un avis personnel pour ou contre. Je suis là pour apporter un éclairage en effet technique. Pour vous dire, j'ai pris quelques notes, quelles sont les questions qui peuvent se poser et les problèmes que nous pouvons rencontrer chaque jour. Alors tout d'abord, nous, ce que nous voulons, puisque nous devons faire appliquer les lois, nous voulons des bonnes lois. Nous voulons des lois pratiques, des lois qui soient pérennes, des lois qui n'aient pas besoin d'avoir tout le temps des modificatifs, des décrets d'application. Je me souviens du PACS qui avait été fait d'une manière assez rapide. Il a fallu le modifier. Il y avait beaucoup de points qui n'avaient pas été abordés. Le système de l'indivision légale quand on faisais le contrat, alors que la volonté était plutôt une séparation de biens et éventuellement, si on le souhaitait, de faire une indivision. Je vais essayer de ne pas être trop technique. Donc sachez que une bonne loi, c'est une loi qui est bien réfléchie et dans laquelle on associe les personnes concernées de la pratique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille, il n'y a pas de bons ou de mauvais parents parce qu'ils sont un, parce qu'ils sont deux, parce que c'est un remariage, parce que c'est monoparental, parce que il y a en effet une diversité telle que nous voyons tous les jours des moments heureux dans lesquels nous sommes confrontés pour trouver des solutions pratiques, juridiques et fiscales. Et puis, il y a des moments malheureux. Et ces moments malheureux, ça peut être une personne qui se retrouve seule, père ou mère, parce qu'il se retrouve veuf. Aujourd'hui, nous le savons, il y a des maladies terribles, des accidents qui font que des parents se retrouvent seuls pour les élever.
Donc la famille monoparentale, elle est multiple aussi. Et nous n'avons pas attendu ces réflexions qui sont très importantes pour devoir être confrontés déjà à essayer de résoudre les problèmes de personnes du même sexe qui vivent ensemble, parce qu'en effet, ils vivent ensemble et et c'est normal, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passera s'il y en a un qui disparaît, s'ils font une acquisition ensemble, s'ils ne s'entendent plus. Donc nous avons déjà depuis longtemps pratiqué, si vous voulez, tous les cas, et que ce soit des couples hétérosexuels ou des couples homosexuels. Alors il est vrai qu'il y a déjà à améliorer ce qui existe. Et améliorer ce qui existe, eh bien vous l'avez dit, il y a le contrat d'union civile qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays. J'ai la chance d'avoir un mandat par la profession d'organiser des rencontres notariales pour informer les Français expatriés dans différents consulats. Et je peux vous dire que ce que nous évoquons aujourd'hui, c'est encore plus compliqué si on met ensemble les lois européennes qui sont toutes différentes, qui acceptent ou pas le mariage, même le concubinage ou le contrat d'union civile, et où les fiscalités sont différentes, où la donation au dernier vivant, la donation entre époux, est reconnue dans certains pays d'Europe et ne l'est pas dans d'autres, ce qui fait qu'il ne faut pas oublier pour ces couples-là qui vont partir vivre ou décéder à l'étranger ou avoir des biens à l'étranger, de leur dire de ne pas faire ce contrat, mais de faire plutôt un testament, de vérifier que la forme du testament est bien dans la forme qui est du pays dans lequel on l'a déposé et qui est complètement différent, puisqu'en France, on doit faire un testament authentique chez notaire ou holographe écrit de la main, mais seul, daté, signé et seul sur un document. Vous allez en Allemagne, vous pouvez faire un testament conjonctif, fait par deux personnes dans le même contrat. Donc, si vous voulez, il y a tellement de sujets dont il faut parler, dans lesquels nous sommes confrontés, que oui, c'est un sujet très important, oui, c'est un débat de société, et de toute façon, il faut que la société évolue et qu'on trouve des règles. Mais il y a aussi ce problème européen. Je voudrais aussi vous rassurer sur le PACS. Depuis maintenant plus d'1 an, eh bien, on peut faire le PACS comme un contrat de mariage chez un officier public qui s'appelle un notaire. Et si on fait ce contrat, ça a quand même un petit côté un peu plus solennel que d'aller au tribunal, eh bien, c'est le notaire qui ensuite fera les formalités pour avertir le tribunal et ensuite faire les insertions qui sont obligatoires en marge de l'extrait d'acte de naissance, puisque maintenant c'est aussi une obligation. Alors, les différences qu'il y a aujourd'hui, et certains d'entre vous l'ont dit, c'est vrai. Pourquoi, si on fait un contrat d'union civile qui pourrait être un premier temps, pour donner le temps de la réflexion, de faire une bonne loi. Je ne dis pas je suis pour ou contre le mariage de personnes de même sexe, surtout pas. Je ne me permettrai pas de le faire. Je dis simplement, et Robert Badinter d'ailleurs, qui était, c'est vrai, socialiste, mais qui a été un excellent garde des Sceaux et qui était un grand monsieur, disait que les meilleures lois, les meilleurs textes législatifs qui ont été faits, c'est celui pour lesquels le législateur a pris du temps. Eh bien, moi, je suis sûre que c'est cela qu'il faut aussi faire. Donc, le contrat d'union civile, avec, en effet, la possibilité d'avoir la réversion de retraite. Alors là, évidemment, il y aura des problèmes sociaux et des problèmes économiques, mais ça aussi. Il y a aussi le problème de la réversion de retraite, où actuellement, les personnes pacsées, sauf de grandes exceptions, ne l'ont pas. Il y a le fait qu'on n'est pas héritier. Souvent, on fait une confusion, et nous, notaires, on n'arrête pas de dire, attention, ce n'est pas parce que les personnes pacsées, s'ils sont héritiers, parce qu'il y a un testament, ne payent pas de droit de succession. C'est une loi fiscale. Mais vous pacsez, vous n'êtes pas héritier. Pour être héritier, il faut faire un testament. Alors que si vous vous mariez, par la loi, vous êtes héritier, et il faudra, à la limite, diminuer, si vous le souhaitez, parce qu'aujourd'hui, avec les familles recomposées, curieusement, on est plutôt à faire des testaments qui adaptent la succession et quelquefois qui retirent certains droits pour que chacun préserve les droits de chacun de ses enfants s'ils ont des familles recomposées. Donc là, c'est vrai
qu'il y a peut-être à revoir, si on veut une similitude, ou de rapprocher ce problème. Et puis, oui, pourquoi pas, en effet, plutôt que le tribunal, même si on peut faire le contrat chez le notaire, c'est vrai, ça serait bien